Sokha est en prison depuis septembre 2017. Le chef de l'opposition cambodgienne a été libéré sous caution dans la nuit de dimanche à lundi. Par ce geste, le Premier ministre Hun Sen, qui doit s'exprimer prochainement devant l'ONU, entend apaiser les tensions. Kem Sokha a été libéré sous caution pour des raisons médicales et avec de solides garanties qu'il ne se soustrairait pas à la procédure judiciaire à son encontre, d'après le tribunal qui précise que des mesures ont été mises en place pour le surveiller. Le tribunal permet à son Excellence Kem Sokha d'être libéré sous caution temporairement, mais il est toujours sous surveillance. Et quant à sa santé, mon client a une santé mentale et physique normale. Son message à travers moi, ce n'est rien d'autre que des remerciements. Il remercie le peuple cambodgien, ses supporters, les médias locaux et internationaux. Comme Kem Sokha est libéré et qu'il est le chef du parti, nous espérons que le CNRP pourra à nouveau travailler et se réorganiser comme avant. Accusé de trahison et espionnage en lien avec Washington, dans le but d'organiser une révolution de couleur au Cambodge, le chef de l'opposition avait été arrêté en septembre 2017. Le chef de l'opposition reste inculpé et encourt 30 ans de prison. La date de son procès n'a pas encore été fixée. En succédant le 7 août à Juan Manuel Santos, Ivan Duque s'était fixé un délai d'1 mois pour se prononcer sur les pourparlers avec l'ELN menés à Cuba, lesquels pourparlers avaient été suspendus sous le précédent gouvernement. Ce délai a expiré vendredi. Les négociateurs de l'ELN à La Havane ont fait savoir lundi à travers un communiqué les points d'achoppement avec le nouveau régime. En effet, son refus de reconnaître les accords passés sous la présidence de son prédécesseur et en imposant unilatéralement des conditions inadmissibles, ce gouvernement met fin au processus de dialogue visant à obtenir un accord de paix. Appel est donc lancé pour une reprise des pourparlers sans plus d'atermoiements. Le président Ivan Duque avait en fait exigé la libération de tous les otages détenus par l'ELN, estimés par les autorités au nombre de 16, en faisant une condition pour reprendre les pourparlers de paix. L'ex-président Santos avait reçu le prix Nobel de la paix après la signature de l'accord avec les FARC. L'horreur produite en 2012, 4 des 6 agresseurs avaient été condamnés à mort pour meurtre, viol en réunion, vol, conspiration et actes non naturels en 2013. Seuls 3 d'entre eux avaient saisi la Cour suprême qui a rejeté leur appel lundi. Un 5e homme, le chauffeur du bus présenté comme le meneur du drame, est mort en prison où il se serait suicidé. Quant au 6e, âgé de 17 ans à l'époque des faits, il n'avait écopé que de 3 années de prison, peine maximale prévue pour les mineurs. Sa libération fin 2015 avait déclenché un tollé. En effet, le 16 décembre 2012, une étudiante en kinésithérapie de 23 ans avait été violée avec une brutalité extrême par 5 hommes et un adolescent à bord d'un bus en mouvement dans la capitale indienne devant son compagnon impuissant. La victime avait par la suite succombé à ses blessures. Le drame avait déclenché des manifestations massives à travers le pays et forcé le gouvernement à promettre une meilleure protection des femmes. Depuis cette affaire, l'Inde a renforcé sa législation contre les agressions sexuelles et accéléré les procédures judiciaires pour ce type de cas. Les peines contre les délinquants sexuels ont été alourdies et la peine de mort introduite dans les cas de viol ayant entraîné la mort de la victime ou perpétrée par des récidivistes. Un bus transportant 37 passagers des touristes s'est écrasé dans un ravin sur l'île de Java. Le bilan de l'accident fait état d'au moins 21 morts et de nombreuses personnes blessées. Les autres passagers sont toujours en train d'être soignés. La plupart ont été grièvement blessés. D'après les documents, les passagers sont des employés d'une compagnie automobile de Bogor et de Bekasi. Pendant le trajet, le bus a eu plusieurs fois des problèmes et était lent. Le bus a eu un accident dans le ravin. D'après les documents, il aurait dû y avoir 26 personnes à bord. Mais selon nos observations sur les lieux et les chiffres des hôpitaux qui soignent les blessés, il y avait au moins 30 passagers.
Bantuan sementara, bantuan terhadap korban-korban itu sekitar 30 orang. Le bus se rendait dans la région touristique de Soukaboumi, dans l'ouest de l'île, quand il a commencé à accélérer dans une descente avant de plonger dans un ravin de 10 mètres, le chauffeur ayant perdu le contrôle du véhicule. Les accidents de transport sont communs en Indonésie où bus et trains sont souvent mal entretenus. Déjà vendredi, un autre bus avait eu un accident dans la même région, faisant un mort. L'ONU réitère son soutien à l'ancien président brésilien Lula. L'organisation a exhorté les autorités du pays à assurer sa candidature dans le cadre de la présidentielle à venir. Nous sommes en ce moment en train de quitter la police fédérale et nous venons de recevoir sur notre téléphone cette nouvelle décision du comité général de l'ONU réaffirmant, je répète, que la candidature de l'ancien président Lula doit être assurée par toutes les autorités brésiliennes, à la fois judiciaires, législatives et exécutives. Donc nous allons porter cette nouvelle décision à la connaissance de la Cour suprême fédérale, requérant que soit appliquée cette nouvelle décision du comité des droits de l'ONU. A essa nova decisão do Comitê de Direitos Humanos da ONU. La candidature de Lula a été invalidée au nom de la loi de Ficha-Limpa qui interdit à toute personne condamnée en deuxième instance de se présenter à un mandat électif. Celui qui avait quitté le pouvoir avec un taux record de 87% d'avis favorables a été accusé d'avoir reçu en pot de vin d'une entreprise du BTP un triplex dans une station balnéaire en échange de faveurs dans l'attribution de marchés publics. Lula abandonne la course présidentielle et adoube son remplaçant Fernando Haddad. L'ancien président brésilien incarcéré pour corruption a renoncé à être candidat à la présidentielle après avoir été déclaré inéligible. Il sera remplacé par son colistier Fernando Haddad, à qui il a passé le témoin mardi. Nous allons gagner cette élection au nom de Lula, du PT, du Parti communiste du Brésil, des organisations sociales, au nom du Brésil, parce que le Brésil mérite cette victoire. Le 28, nous fêterons la victoire de la démocratie au Brésil. Vive la démocratie, libérons Lula, vive le peuple brésilien. Vive le peuple brésilien. Fernando Haddad au rapport colistière Manuela Dávila du Parti communiste du Brésil. L'ex-maire de Sao Paulo, qui a également été ministre de l'Éducation de Lula, entrera dans la campagne électorale 4 semaines seulement avant le premier tour de scrutin. Il n'a pris part à aucun des débats entre les présidentiables et son nom reste encore largement inconnu en dehors de la métropole de Sao Paulo. Sous une pluie fine et un ciel brouillardeux, une foule de proches de victimes, de policiers, pompiers et responsables s'est retrouvée ce mardi pour marquer le 17e anniversaire de l'attentat le plus meurtrier jamais perpétré qui devait ébranler le monde entier. La foule était réunie sur l'esplanade devant le musée dédié aux attentats à la pointe de Manhattan, marquant une minute de silence aux heures exactes 8h46 et 9h03 où les avions détournés sont venus successivement frapper les tours jumelles vite transformées en brasiers. Comme chaque année, des proches des victimes devraient égrener les noms des victimes et dire quelques mots en leur honneur, une cérémonie longue de plus de 3 heures. Dans le reste de la métropole, la plupart des gens travaillaient pour l'essentiel comme d'habitude, avec des moments de silence observés en mémoire des victimes. 6 personnes retenues en otage par la guérilla colombienne de l'armée de libération nationale ont recouvré leur liberté. Parmi les otages, 3 policiers, un soldat et 2 agents contractuels de l'État. Ils avaient été enlevés le 3 août par l'ELN, dernière guérilla de Colombie, alors qu'ils se déplaçaient en civil et sans armes selon les autorités sur une rivière du département pauvre du Chocó dans le nord-ouest du pays. Ils ont été remis à une commission humanitaire composée du Comité international de la Croix-Rouge, de l'Église catholique et du Défenseur du peuple, organisme public chargé de la protection des droits humains. La libération a eu lieu au milieu d'un important déploiement militaire. La libération des 6 otages a été saluée mais reste insuffisante pour le président colombien qui reste ferme.
Ivan Duque a maintenu son exigence que la rébellion relâche la totalité de ses prisonniers. Selon la dernière estimation des autorités, il serait au moins 9. Un accord de paix avec l'ULN permettrait de mettre fin à la guerre qui déchire la Colombie depuis plus d'un demi-siècle. Lancé officiellement en février 2017 à Quito en Équateur, les pourparlers de paix avec l'ULN, délocalisés ensuite à Cuba, avaient été suspendus sous le précédent gouvernement du président centriste Juan Manuel Santos. Lors de sa prise de fonction le 7 août, le président de droite Ivan Duque s'était donné un mois pour décider de la suite de sa négociation. Au terme de ce mois, il avait exigé samedi que la guérilla libère tous ses otages et cesse toute activité criminelle. En nette progression dans les sondages pour la présidentielle brésilienne, Ciro Gomes, candidat de centre-gauche, a fait campagne dans le centre de Rio de Janeiro ce mercredi. À cette occasion, il a affirmé que l'élection de Jair Bolsonaro, représentant de l'extrême droite en tête des intentions de vote, serait une tragédie. La révolte est un sentiment important pour orienter le changement. Mais la révolte sans cause particulière, c'est comme de la haine. Et elle n'est pas bonne conseillère. Il ne faut jamais prendre de décision à chaud. Ce serait une tragédie pour notre famille brésilienne d'élire une personne sans vision, totalement hostile aux populations noires, à nos indigènes, aux femmes brésiliennes, à la population lesbienne, transgenre et LGBTI. Après s'être attaqué à celui qu'il a le plus de chances d'affronter au second tour, Ciro Gomes a également continué son opération séduction à gauche vers l'électorat orphelin de l'ex-président Luis Inácio Lula da Silva, dont il a été ministre par le passé. C'est à une opération ardue qu'on a assisté jeudi. Les écologistes sont installés et barricadés dans cette forêt depuis des années, parfois dans des constructions situées à 25 mètres du sol. La police avait appelé les militants à quitter les bois de façon pacifique. L'argument indique un danger réel pour tous du fait de la hauteur des arbres. En effet, les autorités justifient l'intervention par le risque d'incendie et le fait que les cabanes dans les arbres ne répondent pas aux normes de sécurité, alors que l'occupation vise à empêcher l'expansion d'une mine de lignite, ce charbon brut très polluant, extrait à ciel ouvert sur de très vastes surfaces. Le géant énergétique, propriétaire de la forêt, dispose des autorisations pour y couper des arbres afin d'étendre sa mine. Elle prévoit d'abattre la moitié des 200 hectares restants mi-octobre. Les militants s'opposent, eux, à l'utilisation de ce combustible bon marché, mais polluant. Ils préviennent en outre que la forêt abrite des espèces protégées comme la chauve-souris, ainsi que des hêtres et chênes centenaires. Les militants ont donc été délogés des arbres où ils s'étaient réfugiés, puis évacués, menottés par la police. La présence des militants était tolérée depuis 2012, mais depuis quelques semaines, une intervention policière se dessinait. L'Allemagne travaille actuellement à une stratégie de sortie du charbon afin de réduire ses émissions de gaz à effet de serre conformément à ses engagements internationaux. D'ores et déjà, les objectifs de réduction pour 2020 ne seront pas atteints.